Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro des Innov Lunch qui est porté par l'Association des chambres d'agriculture de l'Arc Atlantique et ses chambres adhérentes que sont la Chambre de Bretagne, de Normandie, des Pays de Loire et de Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode pour parler paiement pour services environnementaux en compagnie de Charles, la Chambre d'agriculture de Bretagne, et de Maïwen Johari de la Chambre d'agriculture des Pays de Loire. Avant de passer la parole à mes collègues, j'aimerais juste faire un petit rappel sur les conditions du webinaire. C'est une session qui est enregistrée et qui sera disponible en replay dans le réseau des chambres d'agriculture. Les micros et caméras des intervenants sont automatiquement désactivés. Seuls les participants sont désactivés. Seuls les intervenants apparaissent à l'image. Et vous avez une section Q et R en haut de votre écran qui vous permet de poser des questions et d'interagir avec les intervenants. On aura un temps dédié aux questions à la fin du webinaire. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler du projet Buffer Plus. On avait déjà vu la semaine dernière un premier volet autour de ce projet européen sur les terreaux sans tourbe qui sera bientôt disponible en replay. Aujourd'hui, je vais céder la parole à Charlotte qui va vous parler des PSE comme levier de soutien à l'élevage extensif. Alors bonjour à toutes et tous, Charlotte Quesnard, je suis de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je travaille sur les thématiques du climat, de l'énergie, de l'air et de la santé environnement. Et effectivement, je collabore sur ce projet. En attendant pour que tout le monde arrive et pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose de répondre à un petit quiz. 3 questions. À votre avis, que sont les PSE? Sont-ce des pâturages sous-extensifs, des paiements pour services écosystémiques, des paiements pour services environnementaux? Ah, il y a peut-être un piège. Ou des études de prospective sur les systèmes d'élevage? Répondez du tac au tac. Je passe à la question suivante. Le financement des PSE, selon vous, qui l'assure? Est-ce que ce sont les agriculteurs? Est-ce que ce sont des collectivités locales, l'agence de l'eau? Est-ce que ce sont des fondations d'intérêt général comme le WWF par exemple? Ou bien est-ce que ce sont des entreprises privées, que ce soit de grandes entreprises ou de petites et moyennes entreprises? Et enfin, dernière question, à votre avis, pourquoi nous, les chambres d'agriculture, on s'intéresse aux tourbières? Est-ce qu'on s'intéresse aux tourbières parce qu'elles stockent du carbone et qu'elles abritent une biodiversité remarquable? Est-ce qu'on s'intéresse aux tourbières parce que ce sont des zones où on constate un recul de l'agriculture? Est-ce que est-ce qu'on s'y intéresse parce qu'on aime le whisky et le whisky tourbeux en particulier? Ou bien est-ce qu'on s'intéresse aux tourbières pour pouvoir valoriser la tourbe, considérant que c'est une filière d'avenir de la bioéconomie? Je passe aux réponses sans plus attendre. Les PSE, ce sont des paiements pour services environnementaux. Donc, le petit piège, hein, c'était que les services écosystémiques sont rendus par les milieux. Quand on parle de services environnementaux, on parle de la façon dont l'homme peut intervenir, hein, pour rendre ces services. Et en anglais, c'est souvent le même terme qui est employé, hein, c'est souvent le terme Payment for Ecosystem Services qui est employé. Le financement des PSE, il est assuré par un certain nombre d'acteurs, des acteurs privés, des acteurs publics, hein. On distingue les deux. Donc, on peut avoir l'agence de l'eau ou les collectivités locales. On peut avoir des fondations d'intérêt général qui le font dans le cadre du mécénat ou des entreprises privées qui le font dans le cadre de contrats. Dans le cas précis, hein, de Buffer Plus, nous, on s'intéresse uniquement aux PSE privés, mais les PSE publics existent bien. Et on s'intéresse aux tourbières, la dernière question, pour 2 raisons.
pour leurs raisons environnementales, mais aussi parce qu'on constate que l'agriculture y est en recul. Donc notre projet, il a un double objectif de maintenir l'élevage et de préserver des écosystèmes. Et j'ajoute que de dire que la tourbe était une filière d'avenir de la bioéconomie était évidemment complètement faux, puisque c'est une ressource qui n'est pas renouvelable et que donc au contraire, on cherche dans le projet Buffer Plus à trouver des alternatives à l'extraction de tourbe et à son utilisation. Et donc Clara nous a rappelé qu'on a eu un premier webinaire la semaine dernière qui sera disponible en replay sur ce sujet. Le projet Buffer Plus, qu'est-ce que c'est? C'est un projet européen, un Interreg Europe du Nord-Ouest, avec 21 partenaires de France, d'Irlande, Pays-Bas, Belgique et Allemagne. Tous les partenaires français sont du réseau des chambres d'agriculture. Ce projet porte sur les tourbières, et ces tourbières qui sont des réservoirs d'eau, des réservoirs de carbone, des réservoirs de biodiversité. Avec le souci en fait de développer de nouveaux modèles économiques qui permettront en fait de soutenir ces milieux spécifiques et importants. Donc c'est un gros projet, hein, 21 partenaires, avec 9,7 millions d'euros de financement européen. Et dans ce projet, les 3 chambres d'agriculture du Grand Ouest, appuyées par AC3A, travaillent sur 6 sites pilotes en Loire-Atlantique, dans l'Eure, la Manche, l'Orne et le Finistère. On va vous parler des PSE aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur les PSE dans le cadre de son projet? En théorie, pour travailler sur les PSE, quand on veut se faire une feuille de route, on se dit il y a 3 étapes et je vais vous les présenter une par une. La première étape, c'est une étape de diagnostic et de recrutement des acteurs. Il faut absolument savoir qui on implique dans cette démarche et du coup, on rentre dans une approche qui est territoriale. On fait à la fois un diagnostic biophysique, qu'on va chercher à savoir où sont les enjeux, selon quels critères on va pouvoir sélectionner les zones dans lesquelles on retrouve ces enjeux. Donc, on cherche des références bibliographiques, des études existantes. On fait de la cartographie pour essayer de savoir finalement dans quel secteur est-ce que on va aller travailler sur quels enjeux. Et puis, on fait aussi un diagnostic socio-économique, savoir qui sont les agriculteurs qui sont sur ces espaces, bien évidemment, parce que c'est avec eux qu'on va travailler, mais aussi quelles sont les structures publiques qui y sont, quelles sont les structures privées qui y sont. Et ces structures privées, on les regarde sous 2 angles. On a à la fois besoin de financeurs pour nos PSE, et d'autant plus dans ce projet, puisqu'on est sur des PSE privés, comme je vous le disais, mais aussi qui est dans l'environnement de travail des agriculteurs, quelles sont les coopératives, les négociants qui sont dans leur environnement de travail. Voilà. À titre d'exemple, je prends l'exemple du site pilote breton, puisque je suis de la Chambre d'agriculture de Bretagne. Donc, sur le site des Monts d'Arrée, on a fait de la cartographie où on a croisé en fait des données sur la tourbe, enfin l'existence de tourbe, les zones périphériques, zones humides autour de ces tourbières, hein, et le registre parcellaire graphique pour essayer de voir où est-ce qu'on avait un croisement entre de l'agriculture en activité et ces milieux-là. Et à partir de ça, on arrivait déjà à avoir 93 exploitations agricoles qui avaient au moins 10 hectares qui pouvaient être concernés. Donc, ça nous a fait une liste de travail. Et d'une façon plus générale, dans le cadre du projet, on a tous fait une analyse des parties prenantes. On a regardé tous les acteurs concernés par le sujet, en regardant quel était leur intérêt pour le sujet, quelle aurait été l'influence sur le sujet, et on les
les a mis comme ça sur une matrice intérêt-influence pour essayer de distinguer qui on devait engager de façon active. Donc, vous voyez dans le carré en haut à droite que c'est là qu'on retrouve les agriculteurs, les chambres d'agriculture, les financeurs évidemment, mais on a aussi regardé qui on devait consulter. Voilà, il y a des acteurs publics notamment qui, même s'ils ne sont pas directement actifs dans le projet, doivent être mis au courant, être mis de notre côté, entre guillemets, et donc vont participer quand même au projet. Et pour les personnes qui ont le moins d'intérêt, on a des personnes qui ont peu d'intérêt, mais qui peuvent avoir de l'influence. Donc là, il faut quand même veiller à ce qu'ils ne deviennent pas des opposants au projet en les gardant satisfaits. Et enfin, ceux qui finalement comptent peut-être un petit peu moins, mais ça n'empêche pas de vouloir continuer à les informer tout au long du projet pour qu'ils sachent en fait ce qui se passe sur le territoire et comment on s'y prend. Donc, on a identifié nos acteurs, on les a sélectionnés. Ensuite, on passe à la phase de co-construction réellement du paiement pour service environnemental. Et donc ça se fait par des réunions, des ateliers itératifs avec les acteurs concernés. Donc en particulier ici, j'identifie 3 groupes d'acteurs. On a des agriculteurs. Ces agriculteurs, on les a repérés en identifiant on les a repérés tout à l'heure. On a identifié leurs besoins et leur représentation du sujet au travers d'une enquête préalable. On a fait une étape de sensibilisation pour recruter des agriculteurs qui seraient intéressés par la démarche. Et avec ces agriculteurs intéressés, on conduit des ateliers collectifs. Au cours de ces ateliers collectifs, on construit les mesures du PSE, quelles sont les pratiques qu'on va mettre en place, combien est-ce que ça peut être payé. Ensuite, on ira, donc c'est quelque chose qu'on va conduire prochainement, dans chacune des exploitations pour faire un état des lieux de sa situation et construire son plan de gestion de façon individuelle. Et enfin aussi avec les agriculteurs, on conduit une stratégie de communication. On va mettre un produit sur le marché. Il faut absolument qu'on ait une stratégie de communication pour le faire connaître. Et ce sont bien entendu les agriculteurs qui sont les fournisseurs de ce service, de ce produit qui doit être acteur de cette stratégie de communication. À côté de ça, on a constitué, dans le cadre du projet, un groupe d'appui technique et scientifique qui est constitué d'experts et de scientifiques, donc des agronomes, des écologues, des naturalistes, des économistes. L'objectif, et donc ce groupe-là, autant les groupes d'agriculteurs, je pense que vous l'avez compris, sont spécifiques à chacun des sites pilotes, autant donc ce groupe d'appui est unique dans le cadre de notre projet, donc il regroupe des experts et des scientifiques normands, ligériens et bretons. Notre objectif, c'est avec eux de pouvoir s'assurer que les mesures qu'on va proposer vont réellement avoir des bénéfices pour l'environnement et réellement avoir des bénéfices pour les agriculteurs, puisque c'est notre objectif global d'avoir une double performance à la fois environnementale et socio-économique. Et aussi, évidemment, de pouvoir prévenir d'éventuelles accusations de greenwashing à l'avenir. Oui, on a vérifié que ce qu'on allait faire allait réellement avoir un impact. Et pour ce faire, il faut qu'on ait des indicateurs qui soient valides scientifiquement, pas des indicateurs qu'on invente ou qui seraient un petit peu tirés par les cheveux. Et ça va permettre aussi donc de rassurer les financeurs sur la qualité, entre guillemets, du PSE. Voilà. Et donc, il a souligné dans le cadre de ce groupe d'appui technique et scientifique qu'on a noué un partenariat privilégié avec le pôle relais Tourbière du Conservatoire des espaces naturels, avec une faute d'orthographe, mais c'est pas grave, et que c'est important pour nous de pouvoir nous reposer sur ce réseau d'experts. Et enfin, on a les financeurs qu'on va aller recruter avec une démarche commerciale, une démarche marketing. Et donc, il va y avoir des allers-retours, déjà des allers-retours entre les agriculteurs et les scientifiques, entre les agriculteurs et les financeurs pour pouvoir élaborer toutes les composantes de ce produit. La troisième étape et dernière, ce sera la mise en œuvre et le suivi de nos PSE.
Quelque part, ce sera l'avis d'un contrat et donc bah, tout reste à faire parce que pour l'instant, on construit, mais après, il faudra faire et ce seront donc les agriculteurs qui devront faire. Et donc, il faut définir quelles sont les clauses de ce contrat, quels sont les services qui sont rendus, services environnementaux. Y a-t-il d'autres services qui sont rendus, d'autres prestations qui peuvent être prévues dans ces contrats? Alors là, par exemple, je pense à un autre PSE que nous avons fait avec l'entreprise Ecomiam qui s'appelle Oasis pardon, de biodiversité et dans lequel le contrat prévoit que Ecomiam puisse une fois par an envoyer ses équipes faire une visite en fait dans une ferme. Donc au-delà du paiement du PSE, il y a aussi une rémunération de ces visites qui privilégient du coup les échanges entre des consommateurs, salariés d'Ecomiam certes, et un agriculteur. On dit sur quelle durée, en général les PSE sont sur 5 ans, mais on peut imaginer d'autres durées. On dit évidemment quels sont les prix. Comment est-ce que c'est payé? Est-ce qu'il y a des acomptes? Est-ce qu'on paye uniquement lors de la, la, la vérification? Et enfin, on définit les conditions de résiliation de ce contrat, comme dans tout contrat. Et on prévoit aussi évidemment dans ce contrat des indicateurs de reporting. Quels indicateurs on va avoir? Qui va produire ces indicateurs? Donc, quels vont être les auditeurs? Notamment quel va être leur degré d'indépendance, etc. Voilà. Donc pour la réalisation de ces contrats, dans nos 3 régions, on a confié cette partie-là à nos associations régionales spécialisées dans les PSE qui s'appellent Allium en Bretagne, Symbiose Normandie et Solénat dans les Pays de Loire. Et donc, on se repose en fait sur ces associations pour nous aider sur ce volet contractuel. J'ai terminé ma présentation. Je crois Merci que beaucoup, Charlotte. On a quelques questions. pile dans les temps. Pile dans les temps, merci beaucoup, c'était parfait. On a quelques questions pour toi. Une première question. Bonjour Madame Kenner. Pourquoi ne pas avoir choisi le crédit carbone? Je pense sous-entendu aller chercher le label bas carbone, qui semble être cohérent avec les enjeux de la tourbière. Alors complètement, mais il y a un premier mais qui est que pour aller chercher des crédits carbone, souvent, on utilise des méthodes label bas carbone. Et on n'a pas de méthode label bas carbone pour spécifique aux tourbières. Donc, on aurait pu aller chercher des crédits carbone élevage laitier extensif ou élevage bovin allaitant extensif. Mais il nous a semblé que, alors d'une part, on n'aurait pas, ces méthodes-là ne permettent pas de valoriser spécifiquement les espaces tourbeux. C'est pas prévu dans les calculs. Voilà. C'est peut-être d'ailleurs un projet sur lequel on serait intéressé de travailler à l'avenir avec le pôle relais tourbière, de pouvoir le faire. Et donc ça, c'est la première raison. On n'a pas la calculette pour pouvoir le faire, on n'a pas la méthode pour pouvoir le faire. Et la deuxième raison, qui est peut-être finalement la première, c'est que il serait tout à fait limitant de ne regarder que le carbone, compte tenu des autres enjeux qu'il y a, en particulier l'enjeu biodiversité, mais aussi l'enjeu qualité de l'eau, l'enjeu paysager. Et nous, sur les Monts d'Arrée, on a aussi un enjeu lutte contre les incendies. Derrière Clara, vous voyez une très jolie photo du drame de l'incendie des Monts d'Arrée il y a 2 ans. Donc voilà, on n'exclut pas du tout le carbone, on l'inclut bien, mais on ne veut pas s'y limiter et donc d'autant plus qu'on n'a pas une méthode de calcul. Merci. Une autre question, quelle durée pour la mise en œuvre d'un PSE depuis la phase d'analyse du territoire que tu as présenté et des parties prenantes jusqu'à la signature du contrat, la mise en œuvre des pratiques pour les agriculteurs, par les agriculteurs, pardon. Alors,
Bon, là, on est quand même sur un objet, les tourbières, qui est un objet très particulier, donc sur lequel notre cadre de référence de départ est peut-être plus faible que dans d'autres cas, hein, quand on va aller travailler sur d'autres cas. Donc là, ça fait déjà 2 ans qu'on y est et on est loin d'avoir fini. Donc la durée du projet sera suffisante, mais pas, on n'a pas beaucoup de marge. Je pense qu'il faut au moins 2 ans. Maïwen, peut-être que tu as un complément de ta propre expérience à apporter. Donc, Maïwen Johari, qui travaille sur le projet également dans les Pays de Loire. Non, je te rejoins complètement. Effectivement, nous, ça fait une bonne année qu'on est rentré dans le concret sur l'analyse du territoire, qu'on fait les rendez-vous avec les agriculteurs, mais je pense qu'il faut aussi encore un an pour arriver effectivement à rédiger des contrats. Et puis nous, on veut faire aussi une petite phase test, qu'il y ait des agriculteurs aussi un petit peu ambassadeurs du projet, pour ensuite aussi effectivement aller toucher potentiellement encore plus d'agriculteurs. Donc oui, bien 2, 3 ans, je pense, avant d'intégrer des PSE sur un territoire. Je C'est suis du sur-mesure. Mm. complètement. Comment garder l'intérêt des agriculteurs tout au long de la démarche? Alors, je pense que le maître mot de ça, c'est justement la co-construction. Donc, finalement, nous, on anime, on donne aussi un cadre. Mais ça ne peut marcher que si c'est eux qui s'approprient vraiment et qui deviennent finalement les vrais moteurs de la démarche. Donc c'est lié aux techniques d'animation, je pense vraiment, mais ça, c'est des métiers qu'on connaît bien, j'ai envie de dire, dans les chambres d'agriculture. Et puis, il y a ce que j'ai dit aussi sur la stratégie de communication. Voilà, c'est aussi, nous, on arrive avec une proposition, mais à partir du moment où ils s'en emparent, c'est eux qui vont devoir l'incarner. Et donc, c'est ça aussi qui maintient leur intérêt, je pense, l'incarnation. Encore une autre question. Quel avantage du PSE par rapport à une MAEC? Pourquoi avoir travaillé sur les PSE plutôt que d'autres leviers de financement? Alors, les MAEC, elles sont pas forcément disponibles. Ça, c'est la première raison. Les MAEC, ce sont des cahiers des charges qui ont été définis, vous savez, je pense, par des porteurs de projets publics, donc qui vont avoir leur vision des choses. En fait, l'émergence des PSE, en tout cas en Bretagne, est venue de 2 choses. La première, c'était ça, c'était un peu, il y en a marre des cahiers des charges qui correspondent pas réellement à ce qu'on peut faire sur le territoire, qui correspondent pas réellement à ce qu'on fait, nous, les agriculteurs, dans la pratique. Et puis, il y a eu aussi un épisode de problématique de paiement qui en a refroidi certains. Moi, je ne mets pas les deux en opposition. Enfin, je pense que personne aujourd'hui ne met les deux en opposition. Nous, ce qu'on cherche, c'est à élargir l'éventail des financements disponibles pour la transition agroécologique, tout simplement. Une autre question, il y en a beaucoup aujourd'hui. Merci pour votre présentation. Comment choisissez-vous les prix pratiqués pour financer les mesures? Dans quelles mesures sont-ils rémunérateurs pour les agriculteurs? Euh, la base, c'est de la définition des prix, c'est les coûts manquent à gagner pour les agriculteurs. Ça, c'est la base. Mais après, on a un acheteur aussi en face
On a aussi besoin d'avoir une grille de prix avec une progressivité ou une dégressivité selon le point de vue duquel on se place en fonction du niveau du service qu'on va fournir. Donc, voilà, on part quand même d'éléments technico-économiques réels, selon qu'il y ait aussi besoin d'investissement, hein, bien entendu, par rapport à ces changements de pratique ou à ces maintiens de pratique. Et ensuite, on construit aussi le prix pour trouver l'acheteur. Merci. Quelle première contribution du groupe scientifique, quelle mobilisation les membres sont-ils intéressés par la thématique et la démarche des chambres d'agriculture? Oui, alors la première réunion du groupe scientifique qu'on a faite, ils étaient 25, c'était même trop. Donc là, ils sont un peu moins, mais c'est pas plus mal. On est quand même satisfait de cette composition puisqu'il y a des gens des 3 régions. Il y a des gens des universités, il y a les conservatoires d'espaces naturels, le WWF. Enfin, voilà, on a mais aussi des agronomes. Donc, on a un panel d'acteurs qui est vraiment intéressant. Et j'ai le sentiment qu'on a réussi à les convaincre du bien fondé de notre démarche et que finalement, ils sont prêts eux aussi à tenter le coup, d'espérer que ça puisse marcher, qu'on puisse, dans le cadre de PSE privés, concilier le maintien de l'élevage sur ces espaces-là, mais dans un objectif en fait de conservation et de préservation de ces milieux fragiles. On a une toute dernière question. Avez-vous commencé à identifier des financeurs privés ou publics potentiellement intéressés par ce type de PSE? Si oui, de quel type de financeurs s'agit-il? Alors, on ne peut pas encore vraiment parler de ça et après, on n'a pas forcément exactement les mêmes stratégies là dans les différentes régions. Je sais que la Normandie a fait le choix de chercher les financeurs beaucoup plus en amont que nous en Bretagne. Par exemple, pour aussi aller voir les agriculteurs en ayant déjà, on va dire, un petit peu d'argent dans le portefeuille. Nous, c'est pas ce qu'on a fait. La typologie, elle n'est pas prédéfinie. Ça peut être des grandes ou des moyennes entreprises. On privilégie des aspects territoriaux. On privilégie une relation territoriale. Donc quand même, on va plutôt chercher les gens dans notre région qu'à Paris. Merci. C'était la dernière question. On est arrivé au bout de ce webinaire. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les envoyer à Charlotte Maïwen par email. Sinon, je vous invite à scanner le QR code pour vous inscrire à la newsletter du projet Buffer Plus et suivre notre évolution. Merci à Charlotte et Maïwen pour leur participation aujourd'hui. Merci Et à tous. à tous les participants qui ont assisté à ce webinaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne journée.